Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans script, sans filtre, où je me filme toute seule avec mon téléphone qui vient de manquer de se casser la figure. Donc écoutez, j'espère qu'il va tenir le coup pendant tout le temps où j'aurai envie de vous parler. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre de science-fiction qui est quand même pratiquement un classique, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent au moins son auteur. Donc voilà, ce livre, c'est La Reine des Neiges de Johann de Vinge. Je ne sais pas ce que veut dire le D. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'explication convaincante. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons déclarer qu'elle est de la famille de Luffy dans One Piece. Comme ça sera fait. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir en plus. Alors ce livre-là, bon, vous voyez, c'est l'exemplaire que j'ai depuis que j'avais 13 ans et je me l'étais acheté avec mon argent de poche et donc du coup je l'avais recouvert pour pouvoir le garder longtemps. Merci moi du passé. Ça fait plus de 30 ans du coup que je l'ai et que bon, il a gardé un état correct. Voilà. Voilà, donc j'étais ce genre de jeune fille à 14 ans qui dépensait son argent de poche dans des livres de science-fiction. Je pense que vous imaginez à quel point j'étais populaire auprès de mes camarades en ayant ce genre d'idiosyncrasie. Oui. Ayant une pensée pour tous ces jeunes un peu bizarres dont vous faisiez probablement partie, chers spectateurs, si vous êtes tombés sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité, croyez-moi. Bref, donc vous voyez, c'était les belles couvertures des années 80, hein, donc j'imagine tout à fait dans l'éditeur en train de dire ouais, c'est un prix Hugo, ça va se vendre, mais on va mettre toutes les chances de notre côté. Déclenchons le plan nichon. Oh chef, vous êtes un génie. Parce que franchement, je suis désolée, mais non, vous avez pas de femme à poil qui discute avec des oiseaux dans ce livre. Il y a des arcs-en-ciel par contre, donc ouais. Donc ouais, le truc vrai, c'est l'arc-en-ciel. Alors le quatrième de couverture est génial aussi, c'est une légende. Alors on nous... euh, je vais vous le lire, écoutez, je vais vous le lire, et puis on va voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai là-dedans. Alors, après 150 ans de règne, ça c'est bon. La belle Arienrod, ouais, c'est vrai, normalement elle est choucarde. La reine des neiges et de l'hiver n'est pas encore l'as du pouvoir. Ça c'est bon. Et pourtant, voici que vient le temps de l'été et des étésiens. Alors Arienrod a recours à de secrets clonages. Spoiler alerte. Des êtres naîtront en qui elle pourra se réincarner. Nope. Ce redoutable rôle échoua à Moon, une toute jeune étésienne pour qui n'ont existé jusqu'ici que les joies de la mer et l'amour de son cousin Sparks. Vous nous vendez une vieille romance toute pourrie. C'est un prix Hugo, les gars, non mais calmez-vous. Bref. Et Moon est précipité. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un paragraphe tellement c'était glorieux. C'est à elle qu'apparaît la Sibylle, plus ou moins, porte-parole de la reine, pas du tout, pour lui annoncer les épreuves qu'il lui faut affronter. Non. Et Moon est précipitée, seule dans une autre galaxie. Non plus. Reverra-t-elle jamais Sparks? On s'en fout. En vrai, il sert à rien. Ah si, il sert quand même à quelque chose, mais bon. Allez, on va rétablir la vérité. Donc, je vais vous parler un petit peu mieux de l'intérêt de ce bouquin. Alors, bon, l'histoire, on va laisser un petit peu de côté l'histoire pour s'intéresser à l'univers dans lequel l'histoire en question se déroule. Donc effectivement, cela se passe sur une planète nommée Tiamat. On fera un peu de nomastique plus tard parce que c'est une chaîne très intellectuelle ici. Donc sur la planète Tiamat, qui a la particularité d'avoir deux grandes saisons de 150 ans, donc l'hiver et l'été. Tiamat, en fait, fait partie d'un grand ensemble de peuples planétaires sur diverses planètes qui s'appelle l'hégémonie. Et en fait, l'hégémonie est constituée par les restes d'un très vaste empire galactique qui s'est effondré. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais pourquoi d'ailleurs, hein. Même dans la suite, La Reine de l'été, on ne saura jamais pourquoi. Cet empire s'est effondré, c'était un empire où les êtres humains avaient acquis la technologie pour voyager plus vite que la lumière, technologie qui est perdue au moment de ce livre. Et en fait, l'hégémonie s'est reconstituée enfin, sur les ruines du vieil empire, avec 7 planètes pour l'instant,
la planète avec le niveau technique le plus évolué, c'est... Alors, je sais pas comment elle le prononçait, enfin, comment le prononcer, c'est Karmug. Franchement, je sais pas, je suis nulle en anglais. Euh, on va dire Karmug avec ses habitants, les Karmugis. C'est un peu chelou, mais excusez-moi. Et la planète avec le niveau technologique le plus bas, c'est Tiamat. Pour voyager entre les étoiles, ils utilisent des trous noirs. Et ce qui se passe avec Tiamat, c'est que c'est une planète qui orbite autour d'une étoile double, donc, qui est appelée les jumeaux, et que le trou noir qui la dessert, quelque part, ouais, bah, ils sont mal desservis parce que tous les 150 ans, en fait, ils s'effondrent et la planète est coupée de l'hégémonie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, vous avez l'hiver. Pendant l'hiver, la planète fait partie de l'hégémonie. Des extramondiens, donc des humains d'autres mondes, y viennent, et en fait imposent leur modèle social et technique. À ce moment-là, la planète est gouvernée par la reine de l'hiver, la reine des neiges. L'hiver étant, en fait, la population est scindée en deux. On a les Hiverniens et les Étésiens. Les Étésiens vivent dans des îles où il fait beaucoup plus chaud, les Hiverniens dans le nord, principalement dans la grande ville d'Escarboucle. Bon, et lorsque les Hiverniens sont là, alors ils sont très friands de technologie, ils croient tout ce que les extramondiens leur disent, mais en sachant que leur planète est quelque part sous embargo, ils ne peuvent pas la quitter. Si jamais un habitant de Tiamat quitte la planète, il ne peut plus rentrer chez lui, il est exilé pour toujours. Et tout ça, ce n'est pas pour rien. En fait, c'est une planète, Tiamat, qui n'a pas tellement de ressources, c'est une planète majoritairement océanique, et on se demande pourquoi elle intéresse tellement les extramondiens. En fait, il y a une seule raison. Cette raison, c'est que dans les océans de Tiamat vivent des créatures qui s'appellent les ondins et dont le sang, en fait, confère à qui le boit la longévité. Donc on appelle cela l'eau de vie, et les extramondiens, riches évidemment, en sont très friands. Donc en fait, ils viennent sur la planète, ils y restent pendant tout le temps de l'hiver, principalement pour exploiter l'eau de vie. Donc la vente de l'eau de vie est réalisée par la Reine des Neiges. Et on voit tout ce qui se passe, on voit la chasse, on voit... Donc bon. Et les Étésiens, eux, s'y opposent. Pour les Étésiens, les ondins sont sacrés. Ça arrange très bien les extramondiens, ça, parce que lorsqu'ils partent de la planète, ils laissent le pouvoir aux Étésiens, avec la reine de l'été qui remplace la reine des neiges. Et à ce moment-là, les Étésiens, ils montent sur Escarboucle, ils prennent le contrôle du continent, et c'est eux qui ont le pouvoir, et eux, en fait, vont faire en sorte que les ondins puissent vivre tranquillement pendant les 150 ans, et donc, en fait, l'espèce va se régénérer. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas cette pause tous les 150 ans, l'espèce disparaîtrait. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc en fait, on se rend compte que c'est assez sordide comme affaire. Et alors se rajoute à ça quelques caractéristiques. Donc nous avons toujours nos Hiverniens. Là, l'histoire se produit, est racontée à la fin des 150 ans de l'hiver. Donc on est entre deux époques. Et vous savez que les époques de transition, c'est là où surgissent les monstres. Arienrod est ce monstre. Ça fait bientôt 150 ans qu'elle est au pouvoir, et elle entend ne pas le lâcher. Elle entend comploter, elle entend faire en sorte de ne pas laisser sa place à une Étésienne, à la reine de l'été. Et pourquoi? Parce qu'elle estime que son peuple est sous le joug des extramondiens, et elle estime qu'il faut que sa planète se développe, que sa planète ait un développement technologique surtout, qui l'amène au même niveau que les autres planètes.
elle estime que l'embargo sous lequel ils sont est injustifié. Elle se dit que si ce sont des Étésiens qui arrivent, ben voilà, eux, ils vont tout laisser tomber et qu'ils vont vivre avec leurs traditions ridicules. Parmi ces traditions ridicules, il y en a une qui est celle d'avoir recours à des sibylles et à des devins. Ça, c'est tout à fait interdit chez les Hiverniens. Quand ils trouvent une sibylle ou un devin, ils le tuent. Or, que fait notre Arienrod pour se maintenir au pouvoir? Elle sait qu'elle ne pourra pas se maintenir au pouvoir elle-même, donc elle décide d'avoir recours à la science des extramondiens de façon complètement illégale en se faisant cloner. Elle se fait cloner et lors d'un carnaval où en fait les Étésiens montent sur Escarboucle, elle fait implanter les clones dans des femmes étésiennes. De cette façon, elle pense qu'elle va obtenir des copies parfaites d'elle-même et que grâce à ça, elle pourra faire venir une de ses copies, l'élever et faire en sorte que cette copie devienne la reine de l'été à sa place, mais avec ses idées, sa mentalité. Et en fait, elle fait ça, elle sait elle va mourir, mais elle fait ça pour sauver son peuple. D'une certaine façon, il y a une noblesse dans Arianrhod. Bon. Et alors, bon, bah, son plan de clonage marche plus ou moins, parce que sur les 9 clones, il n'y en a qu'un seul qui marche, et donc c'est une jeune fille, au moment de l'histoire, qui s'appelle Moon. Moon marche à l'aube, étésienne. Et catastrophe pour Arianrhod, Moon décide de devenir sibylle. Or, comment ça se passe? Il y a toute une série d'épreuves à accomplir, et Moon les accomplit toutes. Moon est choisie pour devenir sibylle, et elle est infectée par le sang d'une autre sibylle, et donc, ben voilà, là c'est ce que les Hiverniens craignent par-dessus tout, parce qu'il y a vraiment une contagion réelle. Ça, on va voir dans le livre. Il y a une contagion réelle qui soit rend fou, soit donne à la personne des pouvoirs surnaturels. Bon. Les Hiverniens ne croient pas aux pouvoirs surnaturels, les Étésiens y croient. Ce qui se passe, c'est que le cousin de Moon, le fameux Sparks, là dont il nous entretenait si mirifiquement dans le 4e de couverture, veut devenir devin, lui aussi, il échoue, et comme il est vexé comme un pou, il décide de partir à Escarboucle pour vivre des aventures, voilà. Donc Moon, elle, ben, est tout à fait dépitée, et du coup, elle décide de le suivre et de le retrouver à Escarboucle, alors que la ville est absolument interdite pour les sibylles. Alors vous allez me dire, ben, elle a qu'à pas dire qu'elle y est, sauf qu'on leur tatoue à la base du cou un symbole qui indique qu'ils sont sibylles ou devins. Donc du coup, ben, elle ne peut pas le cacher. Et elle décide d'y aller quand même, parce que voilà, elle a un caractère bien trempé. Bon. Et en fait, je vous passe les détails, mais il se trouve qu'elle se retrouve à être enlevée, et à être enlevée en extramonde. Bon. Et à partir de ce moment-là, je vous laisse découvrir la suite, mais elle découvre une chose qui est cachée, ce qui est caché le plus aux habitants de Tiamat, c'est que les devins et les sibylles sont authentiques. Et qu'en fait, tous les extramondiens y ont recours dans leur propre monde. Et en fait, il s'agit d'une nanotechnologie qu'on va avoir instillée dans le corps des gens, qui leur permet de rentrer en contact avec un gigantesque Internet galactique, qui leur permet d'avoir la réponse à presque toutes les questions. Et ça, c'est ce qui permettrait à Tiamat de se développer. Et c'est pourquoi les extramondiens font croire aux Hiverniens qu'il ne s'agit que d'une vieille superstition toute pourrie, et qu'il ne faut absolument pas en tenir compte. Parce qu'ils savent qu'au moment où tous les gens de Tiamat sauront que c'est la vérité, et où les Hiverniens sauront qu'ils peuvent avoir accès à la technologie grâce à ça, et où les Étésiens sauront que ce don qu'ils pensent venir de leur déesse, la mère de la mer, en fait, est le résultat d'une technologie qui pourrait leur apporter beaucoup plus que ce à quoi ils ont l'habitude, les extramondiens savent que dans ce cas-là, leur emprise sur la planète sera terminée. Voilà.
Donc là, je vous laisse. À ce moment-là, Moon se retrouve sur la planète Karmug, avec où elle voit. Je vous laisse. Et elle découvre que oui, les Sibylles et les devins, comme elle le savait, mais, sont authentiques, qu'on en trouve sur toutes les planètes, et qu'ils sont la clé de l'indépendance technologique, mais aussi culturelle et intellectuelle de son monde. Alors, comment elle va faire pour revenir chez elle alors que c'est tabou? Qu'est-ce qu'Arienrod va faire alors qu'elle se retrouve à imaginer que son plan a échoué? Ça, on verra. Ce qui est intéressant dans ce livre, en plus de l'histoire, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu le nomastique, parce que les noms sont intéressants. La Reine des Neiges, bon, c'est un conte traditionnel dont vous avez tous entendu parler, même, je suppose, avant Libéré, délivré, non, je ne vais pas chanter. La Reine des Neiges, donc Arianrhod, son nom, en fait, c'est le nom d'une déesse celtique galloise, et ça veut dire la roue d'argent, qui veut dire en fait une roue qui désigne le changement. C'est un motif que Joan Vinge avait déjà utilisé dans une de ses nouvelles qui s'intitule Les yeux d'ambre, hein, pour ceux qui connaissent cet auteur et qui voudraient s'y intéresser un peu. Donc les Hiverniens et les Étésiens ont des noms de clans qui sont des noms liés à la nature, donc voilà, Moon Marshallot par exemple. L'amant attitré de la Reine des Neiges porte toujours le titre de Starbuck. Bon, c'était avant la chaîne bien connue, mais voilà, ça c'est un nom qui vient de Moby Dick. Vous avez... Qu'est-ce que vous aviez voilà, on retrouve... Si vous... À Tiamat, évidemment, la planète Tiamat, donc, qui est le nom qui désigne le chaos océanique dans la mythologie mésopotamienne. Donc voilà, si vous lisez ce livre, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture où on va simplement suivre l'histoire avec les personnages, qu'est-ce qui leur arrive. Le niveau de lecture où on rigole du quatrième de couverture. Non, on fait pas ça, parce qu'on est gentil, si on peut en fait. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mais vraiment, à chaque fois, j'en suis outrée. Bon, bref, le niveau de lecture où on s'intéresse vraiment à la création de cet univers-là qui est quand même assez riche, et le niveau de lecture où on va retrouver des éléments de plusieurs civilisations bien terriennes, bien, voilà, civilisation celtique, civilisation mésopotamienne. Dans la suite, La Reine de l'été, on va voir apparaître des éléments du Kalevala, donc l'équivalent des sagas, mais finlandais. Donc voilà, vous aurez des Vanamoinen et Ilmarinen qui vont apparaître, par exemple. Voilà, donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Je trouve le style est simple, mais il y a une érudition derrière. Voilà, c'est un livre qui n'est pas aussi connu que beaucoup de grands classiques, mais je pense qu'il avait bien mérité son prix Hugo et je pense qu'il mérite d'être redécouvert. En tout cas, j'espère vous en avoir donné un petit peu envie. Voilà. Eh bien, écoutez, bon, j'ai parlé un petit peu longtemps, mais bon, après tout, c'est mon téléphone et puis ça m'amuse. J'espère que ça vous aura amusé vous aussi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sans script et sans filtre. Au revoir!